Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui, et c'est la première fois et j'en suis ravi, l'historien, spécialiste de l'Espagne contemporaine, je crois qu'on peut le dire, Stéphane Michonneau, pour son livre Franco, le temps de la légende, chez Flammarion. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir parce que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé dans les émissions. Le temps et la légende, c'est pas neutre que vous ayez mis sur la couverture un timbre, parce qu'en fait, vous parlez, c'est pas une biographie, on va dire. C'est pas vraiment une biographie. Non. Vous parlez de l'image de Franco et de la légende autour, c'est ça. Voilà. Alors, c'est pas la couverture que je souhaitais, moi, personnellement. Oui, parlez bien dans le micro. Oui, hein, j'avais proposé à l'éditeur de mettre le masque mortuaire de Franco. Ah oui, et c'est ils gai. m'ont dit non, mais ça va pas se vendre. Donc, voilà. C'est Donc, on pas a mis faux. un timbre que les Français connaissent parce que lorsqu'ils partaient en vacances, nécessairement, en envoyant une carte postale, ils ont dû utiliser ce timbre des années 50, 60. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas la biographie de Franco, de sa naissance à sa mort, comme on pourrait l'imaginer. Ce que j'ai essayé de cerner, c'est plutôt l'empreinte, la marque de ce personnage sur la société espagnole. Donc la chronologie du coup est un petit peu différente. Oui, c'est vrai, parce qu'on commence par la fin en plus. Alors on commence C'est par assez la rare fin. ça. Hein. Voilà, puisqu'il s'agit d'une histoire des mémoires en quelque sorte. Donc en archéologue, je me suis imaginé que je pouvais on en remonte, quelque en fait, sorte remonter dans le temps en débarrassant petit à petit les couches mémorielles et en essayant de décrire à chaque présent de l'Espagne quelle image cette société pouvait avoir du dictateur, au-delà de sa mort, naturellement, mais aussi de son vivant, hein, puisque Franco a beaucoup participé à façonner son image, image oui, bien sûr. Jusque dans les années 20, parce que dans les années 20, c'est le moment où Franco devient une personne publique. Et je ne remonte pas au-delà, parce qu'avant, personne ne le connaît, donc il n'y a pas de mémoire d'un Franco qui aurait 6 mois. Effectivement. Alors, je ne sais pas si tous les Français connaissent bien Franco. Moi, je ne connaissais pas bien, enfin, évidemment, je connaissais le nom. Ce qui m'étonne le plus avec ce personnage, avant qu'on aborde vraiment, c'est que, bon, Hitler, ok, le fascisme italien avec Mussolini, ok, donc ils ont tous des images épouvantables, et on dirait que Franco, moins. Comment ça se fait ? C'est grâce à lui ou à cause de lui ? Alors, ça dépend où se situe. En France, c'est pas une personne qui a une image très très positive. Non, je n'ai pas dit non plus que c'était un saint, mais ce que je veux dire, les exilés espagnols, qui sont quand même un demi-million, ont cultivé une image très négative de la personne qui les a chassés et persécutés. Donc, mais en Espagne, effectivement, c'est encore aujourd'hui, et un récent sondage de El País qui est sorti il y a 3 jours montre que encore l'image du personnage est extrêmement controversée. C'est ce que je voulais dans dire. l'opinion publique. Comment ça se fait ? Parce que personne aujourd'hui irait dire tiens, je suis pro-Hitler. Mais c'est parce que Franco... Enfin, il y en a peut-être, mais oui. Ils ne le disent pas ouvertement. Parce que Franco a un visage fasciste, bien entendu, lorsque les pays épousent la cause de l'Axe. Mais dès 1942, on assiste à une défascisation du régime. Et ensuite, il aura d'autres visages qui le rendent acceptable pour une partie de l'opinion publique, comme par exemple la légende selon laquelle il aurait promu le miracle économique espagnol des années 60, ce qui est historiquement faux, mais qui est quelque chose de tout à fait encore très prégnant dans les opinions publiques. Bon, alors, qui est ce personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas ? Comment il vient ? Comment est-ce qu'il réussit à acquérir tous ces pouvoirs ? Oh là là, alors... Vous savez... on a rien à faire après, c'est voilà, bon, on peut y aller. C'est le dernier. C'est la dernière. Oui. Bon, alors on est parti pour la nuit, c'est bon. C'est un personnage relativement falot, un militaire de carrière sans grand talent, en vérité. Il a fait beaucoup d'erreurs militaires. Les militaires sont souvent assez critiques de ce point de vue-là. Non, sa force, il la tient du fait qu'il est au Maroc et qu'il est à la tête de la Légion étrangère et des troupes marocaines, espagnoles au Maroc, hein, puisque le nord du Maroc est espagnol à l'époque, jusqu'en 1956, et qu'il s'impose donc au cœur de cette armée qu'on appelle la partie africaniste de l'armée espagnole, qui est une armée particulièrement virulente, particulièrement violente, hein, puisqu'elle a eu à s'affronter à la guerre du Rif, donc elle est très entraînée, et c'est ça, c'est l'atout fondamental de Franco, à la condition naturellement qu'il parvienne, une fois le Maroc soulevé, sous ses ordres, qu'il parvienne à passer le détroit de Gibraltar, et c'est là où l'aide de Mussolini et de Hitler sont fondamentaux. Donc par rapport aux autres généraux, puisque
c'est une dizaine de généraux qui se soulèvent. Par rapport aux autres généraux, quel avantage il a? C'est cette armée de combat et une armée qui mène des guerres de mouvement, alors que les autres armées sont plutôt sur des guerres de position, un petit peu enfermées dans leur région, qui n'arrivent pas véritablement à en sortir. Et lui parvient à les unifier, en quelque sorte, et c'est ça qui le fera, qu'il va être, finalement, qu'il s'impose et qu'il arrive à être, élu, puisque c'est une élection. Au départ, il est élu, on est d'accord. Au départ, élu. Ouais, il n'est pas comme Hitler. Chef. Contrairement à ce qu'on croit, Hitler n'a pas été élu, on est d'accord. Lui, il a été élu. Enfin, élu, ce sont une dizaine de généraux qui le choisissent et qui le désignent comme chef de l'État, chef du gouvernement et chef des armées. C'est ça. Et alors, chef de l'État, du gouvernement, généralissime, chef du parti unique. C'est quoi cette montée? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien? Si, il y a même des généraux qui disent que c'est un très mauvais calcul, que c'est un personnage tout à fait dont il faudrait se méfier et qu'il ne lâchera jamais le pouvoir lorsqu'il l'aura. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Non, il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait conscients, même à l'intérieur de l'armée espagnole, parce qu'il faut rappeler que tout de même une grande partie de l'armée espagnole ne se soulève pas. Toute la marine, par exemple, toute l'armée de l'air, même une partie de l'armée de terre, en particulier au Maroc. C'est un des premiers crimes de Franco. Il a fait assassiner son cousin qui n'était pas favorable au soulèvement des généraux. On se croirait sous les empereurs romains, en fait. Oui. Il y a un peu de ça. Oui. Il y a un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que... Comment réussit-il ce pari incroyable qu'on se souvienne encore de lui aujourd'hui? Parce qu'il est tout à fait conscient de ce que son image est essentielle et qu'il y travaille ardemment, mais ça depuis les années 20. Déjà dans les années 20, il fait courir la légende qu'il est l'as de la Légion. La presse espagnole conservatrice s'en fait naturellement le relais. Dans les années 30, il joue le jeu de la République, dans un premier temps, jusque très tardivement. C'est un caméléon, en fait. Un véritable caméléon. C'est lui qui a été à la tête de la répression des ouvriers en Asturie en 1934, ce qui lui assure une certaine popularité dans le camp conservateur espagnol. Et puis, au moment du coup d'État, vous savez, il est l'un des derniers à s'y résoudre. Il hésite énormément. D'ailleurs, les autres généraux l'appellent Miss Canarien parce que voilà, il fait la belle, il hésite, oui, mais non, mais peut-être. Enfin bon, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire en vérité. Et donc, il s'y range véritablement au dernier moment quand il est sûr. C'est un homme extrêmement prudent quand il est sûr que le coup d'État a des chances d'aboutir. Et d'ailleurs, il y a des petites anecdotes. Il prend bien soin d'envoyer sa femme et sa fille sur un bateau qui part au Havre. Il se dit, on ne sait jamais si ça tourne mal, au moins ma fille sera à l'abri. Lorsqu'il atterrit au Maroc, il fait faire le tour en avion au moins 5 fois pour bien s'assurer que les casernes sont au pouvoir des rebelles. Il est extrêmement prudent, et ça c'est un trait de son caractère. Le temps habituellement efface tout, en tout cas il lisse tout, mais il y a encore beaucoup de gens en Espagne qui l'aiment bien, qui vont jusqu'à visiter son mausolée, on peut dire mausolée, enfin sa tombe. Oui. C'est un ossuaire, je sais pas comment on peut dire. Alors, ça a un nom espagnol que j'ai évidemment oublié. Valle de los Caídos. Voilà, c'est ça, voilà. Merci. Alors, pour répondre à votre question, c'est 40 ans. 40 ans de dictature, c'est extrêmement long. Il a eu le temps de façonner son image et d'en changer, parfois de manière complètement contradictoire. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'en Roumanie, Ceausescu soit très... Ah, il y a un retour de Ceausescu. Ah, d'accord. Ça va être une question qui va venir. Un grand retour de Ceausescu, je vous l'annonce. Personnage qui devient très populaire. Magnifique. Et comme Franco, d'ailleurs. Pardon, du coup, j'ai perdu le fil. Oui, alors le Ballier de los Caídos, c'est ça que vous... Oui. Alors le Ballier de los Caídos, vous le savez, c'est à 40 km au nord de Madrid, construit dans la Sierra qui domine Madrid. Un endroit totalement désert que Franco choisit lui-même pour être, dit-on, parce que c'est le centre de la péninsule ibérique, plus certainement parce que c'est à 10 km de l'Escorial où est le panthéon des rois espagnols. Donc ça, il y a une proximité frappante. Et donc dès 1940, un décret de Franco pour construire cet ossuaire, construction qui va durer 19 ans.
Il n'est inauguré qu'en 1959. La construction est extrêmement difficile dans une Espagne économiquement épuisée. Bien sûr, utilisation abondante de main-d'œuvre d'anciens républicains, environ 20 000, Oui. avec un taux de mortalité formidable, un camp de concentration d'ailleurs qui existe toujours. Et puis finalement, cette Qui basilique... existe toujours, vous voulez dire, le lieu existe toujours, mais... Oui, on en retrouve les traces. Il n'y a du personne. camp. Non, je vous rassure, il n'y a plus personne. Je vous taquine. Mais voilà, cette basilique gigantesque, cette croix qui est la plus haute du monde. Voilà. Donc c'est un ossuaire qui est censé recueillir 33 000, qui recueille aujourd'hui 33 800 ossements de ce qu'on appelle les caídos, c'est-à-dire les soldats qui ont combattu du côté de Franco, et uniquement eux. Il s'agit d'un ossuaire pour les vainqueurs. Alors, un ossuaire, c'est pas si original que ça. On en a en France, au Mont, il y en a partout en Europe. Donc, à la limite, on peut comprendre d'une certaine manière la logique qui préside à la construction de cet ossuaire dans les années 40. Plus difficile, c'est de comprendre que l'ossuaire ne sert qu'évidemment que le camp des vainqueurs et pas du tout le camp des vaincus. C'est un ossuaire quand même assez singulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, cet ossuaire, puisque vous aviez raison, vous hésitez, à la mort de Franco, le roi prend la décision, Juan Carlos, le chef d'État, prend donc la décision d'y mettre la dépouille de Franco, et donc cet ossuaire devient un mausolée en 1975, mais pas avant. Oui, bien sûr. Avant, il n'est simplement que l'ossuaire de ces 33 800 personnes, et c'est aussi quand même le mausolée de José Antonio, qui est le fondateur de la Phalange, et du parti de la Phalange créé en 1933, donc du parti unique. Voilà, mais c'est tout ce qu'il y a. Et puis Franco arrive là-dessus en 1975, et là les choses se compliquent parce que ça devient un mausolée à l'ex-dictateur, naturellement. Et la démocratie espagnole est très très embarrassée avec ce mausolée. Elle ne sait vraiment pas du tout quoi en faire, d'autant plus que, comme vous le disiez, c'est régulièrement le lieu de rassemblement des nostalgiques du franquisme ou des néo-franquistes aujourd'hui. Et donc le fait que donc le temps est la légende, le fait que la légende continue, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour une guerre civile, une nouvelle guerre civile ? Ah, je ne le crois pas du tout, non. Mais c'est très intéressant votre question. Alors d'abord, c'est la légende, mais moi je l'aurais mis au pluriel. Vous savez, quand on est auteur, on ne choisit pas le titre. Je sais. Ni la couverture. On ne choisit rien. On ne dit rien. Oui, parce qu'il y a beaucoup de légendes très très différentes qui sont réactivées ou activées selon les présents de l'Espagne. Je compare ça à des fleuves karstiques, lorsque des fleuves disparaissent dans le calcaire, puis ressurgissent. On ne sait pas souvent pourquoi. Donc, voilà, il y a, je sais pas, une douzaine de visages différents de Franco qui sont utilisés, instrumentalisés, usés de manière différente selon les présents de l'histoire. Certaines légendes ont totalement disparu. On parlait de l'as de la Légion, aujourd'hui plus personne ne s'en souvient naturellement. D'autres légendes ont ressurgi et peuvent encore être présentes. Moi j'en verrai 3, c'est Franco, garant de l'unité de l'Espagne. Ça c'est quelque chose qui perdure. Alors à quel prix? Évidemment au prix de la répression de toute autre forme d'être espagnol, au prix de la répression des régionalismes. Franco, homme de la prospérité économique, ce qui, d'un point de vue historique, est extrêmement discutable, même faux, on peut le dire. Et puis la troisième légende, c'est l'homme de l'ordre social, qui a rétabli l'ordre. Alors oui, il a rétabli une forme d'ordre social, mais au prix de 130 à 160 000 exécutions. Effectivement. Donc c'est une paix, on a du mal à prononcer le mot paix, c'est une paix armée, une paix sanglante, naturellement. Voilà, ça c'est peut-être les 3 choses qui, aujourd'hui, dans l'opinion publique, restent encore un petit peu vivantes, mais d'autres choses ont complètement oublié aujourd'hui. Donc il faut essayer d'historiciser, de raconter les histoires, les allers-retours, les résurgences de ces différents visages dans les présents espagnols. Est-ce que ça ne vient pas du fait de la construction de l'Espagne ? Moi, je l'ai appris en médiéval, on disait les Espagnes, parce que c'est plusieurs pays en réalité. Oui. C'est pas un pays, c'est très récent, cette unité-là. Je compare souvent avec le football. On préfère souvent le Real Madrid et Barcelone quand on est espagnol à l'équipe nationale. Ça a mis du temps avant de soutenir l'équipe nationale. Et je trouve que c'est la même chose. D'ailleurs, en Italie, on a un peu la même chose. Est-ce que ça viendrait de là, cette résurgence Alors, si on revient loin dans l'histoire, à l'époque moderne, c'est un État extraordinairement puissant. Mais c'est ce qu'on appelle une monarchie polycentrée, c'est-à-dire un empire, en quelque sorte, où chacune des régions qui composent et chacun des royaumes qui composent l'Espagne gardent évidemment une grande part d'autonomie, leurs droits, leurs lois, etc., etc. Donc c'est plus une forme impériale qu'autre chose. C'est pas vraiment une monarchie centralisée
n'y a pas d'absolutisme Oui, véritablement c'est pas en comme chez nous, France. bien sûr. Et lorsque l'absolutisme se développe au XVIIIe siècle en Espagne, il est très rapidement rejeté. D'ailleurs, le roi des Espagnes, c'était sa titulature. Vous savez que Oui. roi d'Espagne, c'est Napoléon qui invente cette Je ne titulature. suis pas étonné. Donc le roi des Espagnes, lorsqu'il est couronné, doit faire le tour de toutes les capitales de royaumes pour jurer le respect des libertés, au pluriel, de chacun des royaumes constituant la monarchie. Donc ça, c'est cela. Un État quand même extraordinairement fort, avec une bureaucratie très 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 développée, la plus moderne de son temps, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ça ne fait aucun doute. Et puis le XIXe siècle, où l'État s'effondre littéralement sous le coup des invasions napoléoniennes, un effondrement extraordinairement brutal, et une reconstruction de l'État espagnol au XIXe siècle qui est très difficile, où l'État essuie 3 guerres civiles. C'est pas la nôtre, mais c'est celle que personne ne connaît. 3 guerres civiles, un État qui a énormément de difficultés à se reconstruire. Et donc, j'en arrive à votre question. En particulier, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup travaillé, parce qu'à l'origine j'ai travaillé sur les nationalismes dans la péninsule ibérique, et c'est un État qui ne parvient pas véritablement à espagnoliser la totalité de la population. C'est ça. C'est une nationalisation, je dirais, en gruyère. Et alors, il y a des moments où il y a des lieux d'Espagne où l'on se croit sincèrement espagnol, mais il y a des lieux où l'on ne fuit non, où ça ne marche pas. Alors, dans ces trous du gruyère, c'est là que naissent les nationalismes catalans et basques, qui proposent d'autres projets d'État et d'autres projets d'identification nationale. Et justement, au moment de la scission qu'aurait pu exister avec la Catalogne, est-ce qu'il n'y avait pas cette résurgence, justement, du franquisme, cette peur toujours de... Absolument. C'est-à-dire que le moment de la crise catalane, entre 2010 et 2017, a donné des ailes à une extrême droite qui est Vox, qui a été fondée en 2013, mais qui, jusqu'en 2018, n'a pas grande importance électorale et qui fait un bond formidable en 2018 à l'aune, précisément, de la crise catalane. Et qu'est-ce qui porte Vox ? Beaucoup d'idées sur lesquelles on peut revenir, mais une des idées principales, c'est que Vox serait le garant de l'unité de l'Espagne comme Franco. Ça, c'est quelque chose Donc, qui il y a porte... toujours cette idée d'unité, en fait, c'est ça ? Oui, d'une unité qui pourrait être en danger. Oui, c'est ça. Donc une unité fragile, oui. Alors de là à dire que l'Espagne est au bord de la guerre civile, non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que, par contre, la peur de la guerre civile est quelque chose qui est fondamental, qu'il faut prendre en compte et sans lequel on ne comprend pas grand-chose de l'Espagne démocratique, parce que cette peur est soigneusement entretenue pour tenir les Espagnols entre eux. Et que très régulièrement, lorsqu'ils font mine de faire des choix un peu trop autonomes, on leur rappelle, attention, si vous allez dans cette direction, il y aura à nouveau une guerre civile. Et c'est quelque chose qui tient les Espagnols et qui a beaucoup contraint leur choix politique. Dans les années 70, par exemple, en Espagne, on ne s'imagine même pas pouvoir restaurer une république. Oui, bien sûr. Parce que pendant 40 ans, la dictature leur a dit république égale guerre civile. Bien sûr. Donc ils ne prennent pas ce risque. Donc en fait, Franco agit comme épouvantail, en fait. Oui, absolument. C'est le père Fouettard, en fait. Oui, c'est un peu le père. Mais malgré tout, y a, même en France, on nous met la guerre civile sous le nez assez régulièrement. J'ai mangé la question que j'allais vous poser. En quoi c'était un État fasciste ? Expliquez-nous un peu. Alors, j'en discutais tout à l'heure avec Diego, je crois, ou peut-être... je ne sais plus, qui m'a posé cette question. Alors, moi, je ne suis pas tellement pour les étiquettes, régime fasciste, pas fasciste. Alors, déjà, quel serait le modèle ? Donc, inconsciemment, j'imagine qu'on met l'Allemagne, c'est ça ? Pour le franquisme, le modèle, c'est l'Italie, c'est pas tellement l'Allemagne. Donc déjà, il y a malentendu. Oui, c'est un régime qui imite Mussolini, et c'est Mussolini qui l'aide, fondamentalement. Alors moi, je préfère le concept de fascisation d'un régime qui permet de décrire de manière beaucoup plus fine un continuum de fascisation et d'évaluer jusqu'où un régime a pu se fasciser, à l'image, par exemple, en Espagne, de l'Italie fasciste. Alors, il est certain que de 37 ou même de 36, mais 37, disons. Parce que je ne suis pas sûr qu'en 36, au moment du coup d'État, Franco se soit défini comme fasciste. Pas du tout. Mais ensuite, il en comprend son intérêt au cours de la guerre.
en appuyant la phalange. Donc de 1937 à 1942, oui, c'est un régime qui se fascise de manière extrêmement forte. Ça ne fait strictement aucun doute. Et l'Espagne adhère au pacte anticomintern et s'aligne littéralement sur l'Italie et sur l'Allemagne. Ça fait aucun doute, même si elle prétend être neutre, elle ne l'est absolument pas. C'est vraiment... elle produit énormément de produits pour l'Allemagne, envoie des travailleurs étrangers en Allemagne, des travailleurs espagnols en Allemagne, envoie la Légion Condor sur le front russe. Donc voilà. Et puis à partir de 1942, il y a un changement très net. Il y a un phénomène de défascisation très lent, mais qui s'amorce en 1942, donc assez tôt. Et pourquoi ? Parce que le contexte international change et que Franco se rend bien compte que les États de l'Axe, ça n'est peut-être pas le bon cheval, qu'ils vont perdre la guerre. Et donc, il a un intérêt à défasciser son régime très rapidement. Déjà, en 1945, par exemple, le salut fasciste est interdit. Ouais, avant même le 8 mai, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est quelqu'un qui est très fin, qui comprend parfaitement comment survivre. Et là, son problème à partir de 1943, c'est comment survivre à la fin des fascismes en Europe. Et il veut survivre. Il est totalement isolé sur un plan international. Il craint que les Alliés envahissent l'Espagne pour faire tomber le dernier régime fasciste d'Europe, ce qui ne se passera pas parce que les Alliés ont bien d'autres choses à faire que de s'occuper de l'Espagne. Voilà, donc par miracle, ça ne passe pas. Et puis, par miracle, en 1947, c'est la guerre froide. Et lui, c'est le premier anticommuniste d'Europe. Hein. Il le dit, je suis le seul à avoir battu les communistes. Et donc, ça, c'est un discours qui plaît beaucoup aux États-Unis. Et très rapidement, il y a un rapprochement, début 50, entre Franco, les États-Unis. En 1953, il y a un traité, le traité de Madrid entre les États-Unis et l'Espagne, qui va donner à Franco des sommes d'argent considérables qui sauvent le régime, parce que c'était un régime en banqueroute, qui permettent aussi aux États-Unis d'avoir 4 bases militaires. Et voilà, l'Espagne s'ancre dans le camp occidental. Alors, il n'est pas très fréquentable, mais pour le camp occidental, c'est une Espagne anticommuniste, et c'est ça qui compte dans les années de la guerre froide. Et ça le sauve. Et c'est ce côté caméléon, finalement, qui lui permet de passer partout, quoi. Et de rester. Oui, parce que, par exemple, d'un point de vue économique, l'Espagne va très très mal. Elle met 17 à 18 ans pour retrouver le niveau de richesse d'avant la guerre civile. Alors que nous, en France, la reconstruction, ça a duré 5-6 ans. L'Espagne n'a évidemment pas profité du plan Marshall. Donc elle met très 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 longtemps. Il y a des famines terribles. On parle de 200 000 morts dans les années 40. Donc c'est vraiment une période très noire. Et Franco impose un régime d'autarcie économique comme le font tous les États fascistes. Donc pendant les années 50, les Espagnols sont dans une misère vraiment noire. Les États-Unis font pression pour que le régime s'ouvre d'un point de vue économique. Non pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue économique. Ils forcent la porte pour gagner ce marché qui les intéresse à partir de 1953. Et puis en 1959, libéralisation totale de l'économie. Donc on abandonne toutes les institutions fascistes imitées de l'Italie. Et là, c'est là que commence, à partir des années 60, le miracle économique. Mais Franco est le dernier à vouloir l'ouverture économique de l'Espagne. Il ne la souhaite pas du tout. Mais il comprend, parce qu'il est bien conseillé, que permettre le développement économique de l'Espagne, ce sera réasseoir sa légitimité, qui n'est pas la légitimité de la guerre, mais qui est la légitimité d'un homme qui a donné la prospérité et le miracle économique. Alors, miracle économique qui date de 60 à 73, ça ne dure pas longtemps. C'est pas les 30 glorieuses. Mais suffisamment pour effectivement ancrer l'idée que Franco nous a donné la prospérité économique, ce qui est grandement faux. Il s'y plie véritablement, contraint et forcé. Pourquoi ? Pour survivre. Toujours. C'est sa logique fondamentale pour survivre. Je comprends. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur. Tenez, si vous pouvez passer là. Pardon. Allez-y. Merci. Oui, c'est très intéressant ce que vous venez de vous dire, bien sûr. Je connais assez bien cette période et j'ai vécu pendant 20 ans. J'ai passé beaucoup de temps en Espagne. Mais ce que je trouve remarquable, c'est la passation de pouvoir de Franco au roi. C'est assez remarquable. Passer de dictature à une monarchie constitutionnelle, finalement. Alors, j'apporterai quelques nuances. Semi-constitutionnelle. Voilà, j'apporterai quelques nuances. Il faut avancer par étapes.
C'est très intéressant. La question de la succession de Franco se pose très tôt. Dans le micro, pardon. La question de la succession de Franco se pose très tôt et les monarchistes font pression dès les années 40 pour que le régime, pour que la dictature s'arrête et qu'on restaure la monarchie. Bon, la pression est très forte et finalement Franco leur donne une petite concession, c'est qu'en 47, il fait voter une loi fondamentale qui dit que l'Espagne est un royaume. Bon, mais c'est tout. Il ne dit pas du tout qu'on va restaurer un roi. Hein. Mais bon, déjà, c'est une concession faite aux monarchistes. Et puis ensuite, rien ne se passe. Évidemment, le Franco vieillissant des années 60, la question ressurgit. D'autant plus qu'à partir de 64, il a la maladie de Parkinson et ça se voit. Bon. Donc la question ressurgit au milieu des années 60 et il va choisir Juan Carlos. Alors vous savez que c'est un pacte entre Franco et le père de Juan Carlos, qui s'appelle Juan, qui a les droits dynastiques. C'est un pacte où ils s'accordent pour que le petit Juan Carlos, qui a 10 ans, vienne en Espagne et soit élevé à la franquisme. Donc Juan Carlos est un pur produit du franquisme, il a été élevé par les franquistes. Alors, il lui confie en 69 qu'il sera l'héritier, et Juan Carlos va devant les Cortés franquistes, et effectivement, en 69, on sait que Juan Carlos sera le futur chef de l'État lorsque Franco mourra. Mais alors attention, parce que Franco, donc il y aura restauration monarchique, on en est sûr, en 69, c'est certain. Par contre, Franco dit, comment il appelle cette monarchie ? Il l'appelle la monarchie du 18 juillet. C'est-à-dire que pour Franco, cette monarchie n'est pas une restauration de la monarchie des années 30, renversée par la République en 31. C'est la monarchie du 18 juillet. Du 18 juillet 1936, c'est la date du coup d'État. C'est une monarchie qui est conçue pour continuer le régime. Et la personne de Juan Carlos est une personne acéphalote, dont personne ne connaît les opinions politiques, et dont Franco est convaincu qu'il continuera le régime, avec une certaine ouverture, bien sûr, mais très limitée. On n'imagine absolument pas, et Franco n'aurait jamais mis Juan Carlos au pouvoir s'il avait su que Juan Carlos allait démocratiser la monarchie. Pas du tout. Alors, monarchie constitutionnelle, peut-être, mais on n'irait pas plus loin. On n'irait pas plus loin. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, lorsque Franco meurt, le roi, au bout d'1 an et demi, prend le parti de la démocratisation du pays. Mais on pourrait dire, pour être un petit peu provocateur, les mémoires de Juan Carlos viennent de paraître en français, vous le savez. Elles n'ont toujours pas paru en Espagne. Parce que la monarchie n'a pas tellement envie de voir ça. Oui, ça la gêne énormément. Ça gêne beaucoup son fils, Philippe VI. Oui, parce que Juan Carlos, il dit des choses quand même... voilà. Il y dit son admiration pour Franco. Donc c'est assez ennuyeux aujourd'hui d'entendre cela pour Philippe VI. Donc, pardon, du coup, j'ai perdu le fil de ma... Oui, c'est donc une monarchie. Et oui, pour être provocateur, pourquoi Juan Carlos est démocrate ? Mais Juan Carlos est avant tout un monarchiste. Évidemment, c'est quand même la moindre des choses pour un roi. Il est monarchiste et il comprend astucieusement que pour que la monarchie perdure, il faudra qu'elle se démocratise. Mais est-ce que Juan Carlos est un démocrate de conviction ? Ça reste à démontrer. Moi, je pense que c'est surtout un monarchiste de conviction, mais il comprend que pour la survie de la monarchie, il faudra bien entendu se démocratiser. Et il prend ce pli-là, et il a eu raison. Oui, absolument. Merci beaucoup. Stéphane Michonneau, vous êtes formidable. Franco, le temps et la légende, je pense qu'on peut l'applaudir.